Bon matin à tous. C'est quand même une bonne foule pour 9 heures le matin, fait que, on apprécie ça énormément. Aujourd'hui, vous allez voir juste, a priori, les diapositives sont en anglais, là, mais on va faire la présentation en français. Si jamais il y a des questions en anglais ou en français à la fin, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, merci d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais faire pour vous une petite présentation sur comment on peut réduire les coûts opérationnels puis la complexité avec du Zero Trust. Zero Trust étant un concept qui n'est pas récent, mais qui est d'actualité, surtout jumelé avec les faits qu'il y a des contraintes budgétaires maintenant, contexte économique, où est-ce qu'on veut trouver des améliorations en même temps que d'aller chercher une meilleure sécurité et une infrastructure plus efficiente. Avant de commencer, je vais juste me présenter un petit peu. Claudio Francavilla, je suis ingénieur de formation. Ça fait presque 2 ans que je suis avec Zscaler comme ingénieur pré-vente. Avant ça, j'étais chez KPMG comme directeur principal dans l'équipe de cybersécurité ici à Montréal. Ma spécialisation, c'était surtout dans le M&A, donc les acquisitions. Où est-ce que j'aidais surtout les entreprises qui cherchaient à acquérir d'autres entreprises à faire des évaluations de risques sur les cibles et de trouver des potentielles synergies, surtout en termes de sécurité et d'infrastructure TI. Et précédemment à ça, j'étais directeur d'ingénieur pré-vente chez GoSecure, firme de Montréal en cybersécurité. Vous dites sûrement, la personne en avant de vous ne ressemble vraiment pas à la photo. Là, la photo jeune et réveillée. La personne en face de nous est cernée avec une moustache, on ne comprend pas. C'est à cause d'elle. Je suis papa récent avec un bébé de 4 mois et oui, elle porte le logo Zscaler. Déjà, on a un programme très rigoureux qui commence très tôt pour devenir ingénieur pré-vente chez Zscaler. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui arrive aujourd'hui puis vous dites « Ouais, c'était vraiment pas bon », on va blâmer Emilia et non Claudio, son papa. Donc, en termes d'agenda, juste très rapidement, de passer à travers les gros points, parce que moi, ce que je veux vous démontrer, c'est comment on peut avoir vraiment de la valeur économique avec une infrastructure Zero Trust, puis comment on peut aller chercher cette amélioration en termes de complexité puis d'efficience de l'infrastructure. Donc, la première chose, c'est de vraiment faire une révision des problèmes reliés aux infrastructures traditionnelles. On ne dira pas archaïques, on dira traditionnelles parce qu'elles sont très d'actualité encore, des infrastructures qui sont implémentées, qui sont très courantes, mais les problèmes relatifs à ces infrastructures-là. Les coûts associés à ces infrastructures-là, donc où est-ce qu'il va vraiment avoir des puits de coûts, où est-ce qu'on va aller chercher vraiment, puis évidemment, où est-ce qu'on peut aller chercher des améliorations. Quelques statistiques avec les acquisitions et les mergers, donc M&A Statistics. Comment on mesure le coût opérationnel aussi, ça va être très important, surtout si on veut extraire de la valeur, puis on veut démontrer comment on peut réduire notre coût opérationnel avec le temps, c'est d'aller se planifier des objectifs opérationnels avec une méthode quantitative. Revoir un peu les principes du Zero Trust et vous montrer live comment on va optimiser les coûts et tout ça pour lier, comme j'ai mentionné, à la valeur économique d'utiliser une architecture Zero Trust. Donc, mon plan, c'est de vous parler pendant au moins 30-35 minutes, puis après ouvrir la porte pour des questions à la fin s'il y en a. Donc, vous voyez ici, ça c'est je ne vais pas m'éloigner trop du micro. Ça, c'est un diagramme, c'est un sommaire, une architecture à très haut niveau d'un réseau qu'on appelle Hub and Spoke ou en château fort, où est-ce qu'on a une architecture très centralisée autour de notre périmètre physique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une architecture géographique. On a des bureaux, on a des centres de données. Et là, évidemment, on a nos régions dans le cloud public comme Azure, AWS, GCP, etc. Et tout est interconnecté avec des méthodes de connexion, généralement IPsec, VPN, pour permettre du routage entre les réseaux.
Généralement, cette architecture, c'est une architecture qui est très courante, mais généralement, les problèmes qu'on va voir avec, c'est que ça ne grandit pas de manière efficace. Lorsqu'on veut ajouter des régions, on veut ajouter des éléments à notre architecture, ça peut être très dispendieux, mais aussi ça peut venir facilement croître la complexité de gestion parce qu'on ajoute des éléments de sécurité, on ajoute des outils, on ajoute des nouveaux services. Et là, juste d'être capable de suivre l'interconnectivité, ça peut être très difficile. Un des gros problèmes aussi avec des architectures traditionnelles comme celle-ci, c'est qu'on va accumuler au fil du temps beaucoup de solutions de points. Les solutions de points étant des solutions de TI ou de sécurité qui vont venir résoudre un problème spécifique. Le problème avec ça, c'est que même si le produit est, comme on dit, le best of breed, le meilleur dans son domaine, ou c'est un élément, un produit de sécurité qui est très niché, généralement, on ne va pas trouver une efficience dans l'utilisation, l'opérationnalisation de cet outil-là parce qu'il va soit avoir un chevauchement ou un manquement carrément à un certain niveau dans l'architecture, un chevauchement avec d'autres outils de sécurité. Donc, on paye deux fois pour le même outil. On donne ici quelques exemples de points de solution qui sont très communs. On a tous des pare-feux, des firewalls dans nos environnements, mais on peut avoir du DLP, on peut avoir du DLP à plusieurs niveaux, antivirus, inspection, SSL, TLS au périmètre, qui ne peut-être pas vient chercher, qui ne cherche pas tout le trafic réseau et utilisateur. On peut avoir des firewalls à l'interne, du sandboxing, etc. Et ça, c'est juste sur le stack de sécurité. Là, si on va parler du réseautage, la couche de réseautique ou des agents endpoint, on va avoir du VPN, du endpoint VPN, on va avoir des MPLS pour faire des interconnexions, on va avoir du VDI, des outils de monitoring. Ça fait beaucoup de points de solution à venir implémenter, à opérationnaliser dans un environnement comme celle-ci. Donc, ça crée une lourdeur non seulement en termes de coût, parce que toutes ces solutions de points-là ont un coût associé, mais en termes de complexité de gestion, puis de la nécessité de la main-d'œuvre aussi, pour gérer tous ces outils-là, ça peut devenir, comme j'ai mentionné, difficile à gérer avec le temps. Donc, comme j'ai mentionné, chaque solution a un coût disparate et une expertise unique. Donc là, si on vient chercher vraiment c'est quoi les grands piliers de coûts associés à une architecture de périmètre ou une architecture plus traditionnelle, comme on vient de mentionner, la première, c'est vraiment les coûts associés à l'infrastructure. Donc là, comme j'ai mentionné, on va avoir plusieurs solutions de points, mais l'infrastructure s'y accroît naturellement ou par acquisition. Bien là, ces coûts d'infrastructure vont monter graduellement. On va venir acquérir beaucoup de dettes techniques, surtout si on acquit une entreprise qui a du MPLS ou des réseaux traditionnels, les intégrer, ça devient très complexe aussi. Dans le cas où est-ce qu'on grandit, naturellement, on va peut-être venir avoir une uniformité en termes des contrôles. On parle de firewall. Si vous avez des Fortinet, vous allez mettre des Fortinet partout. Des checkpoints, on va mettre des checkpoints partout. Vous allez peut-être acquérir une entreprise qui a du Cisco ASA ou qui va avoir du Palo Alto. Et là, de gérer ces deux ou de faire un remplacement, encore une fois, très dispendieux. Il y a le coût de gestion qui ne peut pas être négligé. Coût de gestion sur tout ça, donc plusieurs solutions de points, plusieurs expertises. Et donc, ça veut dire plusieurs ressources internes qui vont devoir être dédiées à la gestion de l'infrastructure. Chaque solution de points, évidemment, étant une spécialité en soi, ça veut dire aussi qu'on va devoir potentiellement aller chercher des consultants externes pour nous aider dans la gestion. Et donc, quand on va faire une analyse de coûts sur notre infrastructure, bien là, c'est de prendre en considération aussi tous ces coûts extra qui peuvent venir avec le temps. On est tous passés par là où est-ce qu'il y a une nouvelle version d'une solution, puis là, on ne peut pas faire la mise à jour un à un dans notre environnement. Il faut vraiment aller chercher une expertise spécialisée pour venir faire un plan de migration, etc. C'est non négligeable.
Il y a aussi le coût associé à la sécurité, mais le coût associé aux brèches de sécurité. Donc, les coûts où est-ce qu'on perd en termes de résilience, où est-ce que notre environnement n'est pas disponible, on perd potentiellement de la productivité, mais on perd aussi en termes de nos clients n'étant pas possible d'utiliser nos plateformes. Donc, il y a un coût associé à ça. Et peut-être même en termes de conformité, d'avoir à payer des amendes. Ici au Québec, on a plusieurs lois maintenant autour de la vie privée, donc de ne pas être dans la mire du gouvernement non plus. Très en vogue, et donc on le met comme un pilier pour le coût lié à l'architecture, c'est le coût environnemental aussi, avec une infrastructure qui est très complexe et qui n'est pas efficiente. Bien là, évidemment, notre footprint, comme on dit, s'élargit, et donc coût d'électricité, coût de gestion en termes d'infrastructure, air clim, etc., ça peut monter notre carbon footprint, comme on dit en anglais, désolé pour l'anglicisme. Mais ça peut être pour une compagnie qui est socialement active de dire, ben nous, on aimerait ça réduire notre coût environnemental aussi. Il y a la perte de productivité. Donc, évidemment, dans une infrastructure qui n'est pas efficiente et qui est très difficile à utiliser, c'est probablement très difficile pour vos utilisateurs aussi. S'ils perdent du temps à se connecter à des VPN ou à des outils de sécurité où ils ne peuvent pas se connecter carrément aux outils qu'ils ont besoin pour faire leur emploi, bien là, évidemment, c'est l'entreprise qui est perdante, pas l'employé. Perte de productivité très important. Donc, si on peut faciliter l'utilisation des outils, les accès aux outils pour nos employés, pour nos utilisateurs internes, bien là, on peut venir améliorer la productivité et donc, d'un point de vue économique, business, très important. Et là, en termes de dépenses pour les acquisitions et pour les mergers, bien là, c'est d'avoir une thèse d'acquisition ou de gestion qu'on peut suivre, et donc on ne fait pas exploser les coûts nécessairement quand on vient acquérir une entreprise. Le but du M&A, c'est généralement d'aller chercher des synergies. Et si, en fin de compte, on dépense plus qu'on sauve en acquérant une entreprise ou en acquérant une infrastructure, bien là, tu sais, c'est un peu... ça va à l'encontre de nos objectifs de business à la fin de la journée. Donc, sur le sujet du M&A, bien là, généralement, ce qu'on s'est aperçu, Zscaler, c'est que généralement, 20 à 30 % du temps, on voit que les coûts technologiques peuvent engendrer des dépassements. Et là, des dépassements de coûts, vous allez dire, bien, c'est très courant. C'est très courant ici au Québec sur plusieurs fronts. Mais les coûts technologiques, ça peut exploser carrément. Là. Puis là, avec les renouvellements qui s'en viennent aussi, avec plusieurs technologies, plusieurs points de solution, sans prendre en compte juste le temps nécessaire pour faire le lien entre deux entreprises, ce 20 à 30 %, ça peut être énorme. En termes de complexité, on va parler aussi de dette technique. On vient acquérir une nouvelle infrastructure. Bien là, évidemment, il va y avoir des éléments dans cette nouvelle infrastructure-là qui sont désuètes, qui sont non gérés, sur lesquels on doit porter une attention particulière parce qu'on ne veut pas ouvrir une porte, soit de sécurité ou de perte de productivité avec cette acquisition-là. Donc, la dette technique, c'est très importante, puis généralement, c'est ignoré, malheureusement. Puis ce que ça va venir faire, c'est que c'est peut-être dans 6 mois, peut-être dans une année, mais toute cette dette technologique-là va s'empiler, puis ça va devenir un projet insurmontable. L'expérience utilisateur, et là, dans le contexte où est-ce qu'on va acquérir une entreprise, bien là, on veut intégrer les nouveaux utilisateurs dans notre environnement. Ça peut être très, très, très complexe et très difficile pour ces nouveaux utilisateurs-là à s'intégrer, à avoir vraiment une intégration, comme on dit, qui est seamless dans la nouvelle entreprise. Et là, les synergies. Et 28 % des transactions qu'on voit chez Zscaler échouent à venir chercher des synergies importantes entre deux entreprises dans le contexte d'une acquisition ou d'un merger. Et là, ça peut être énorme en termes de coûts, surtout quand on va parler de millions de dollars là, dans des acquisitions ou dans des mergers.
Donc là, on parle beaucoup du coût opérationnel, mais là, le but, c'est vraiment de le quantifier et d'être en mesure de se mettre des objectifs clairs pour venir combler ces objectifs-là et diminuer notre coût opérationnel avec du zéro trust. Donc, notre coût total approximatif, et là, je vous dis c'est quantitatif, mais dans un certain sens, c'est aussi qualitatif parce qu'on veut venir chercher certains gros points. Il va en manquer, évidemment. Là, c'est de vous donner des grandes pistes. Donc, notre coût approximatif total pour la gestion opérationnelle, c'est l'effort. Donc, l'effort en termes de main-d'œuvre, le temps que ça nous prend à gérer l'infrastructure et les coûts en capital et donc l'argent que ça nous prend pour gérer cette infrastructure-là. Les grands drivers pour le coût opérationnel, surtout en termes d'efforts, ça va être la dette technique, comme j'ai mentionné, d'avoir des systèmes patrimoniaux qui sont difficiles à gérer ou qui sont custom, ou est-ce que la personne qui l'a intégré n'est plus là, puis ça fait des dizaines d'années que cette personne-là est à la retraite, on ne peut pas venir, puis on n'a pas vraiment un bon contrôle de cette dette-là, et donc ça s'accroît avec le temps. Il y a de l'intérêt sur la dette technique. Les implémentations qui peuvent être très douloureuses et très longues. Donc, intégration de nouvelles technologies ou même juste intégration de nouvelles patchs, nouveaux softwares sur la technologie qu'on a déjà là, en place. Le temps de gestion. Du parc informatique et du parc de sécurité, essentiellement, du stack technologique de la sécurité. Le plus qu'on a de solutions de points, comme j'ai mentionné, le plus de main-d'œuvre qu'on a de besoin et le plus que ce temps de gestion monte. La perte de productivité et le temps de remédier les brèches de cybersécurité, évidemment, ça c'est d'actualité aussi. Là. Quand on va parler de cybersécurité, bien là, nous, on veut s'assurer que c'est impossible de diminuer le risque à zéro et donc quand il va y avoir une brèche de cybersécurité, c'est d'être en mesure de dire mon temps pour remédier et de revenir à être productif a été diminué. Donc, vraiment, time to remediate, le temps à la remédiation, c'est très important. Et là, en termes de coût en capital, bien là, c'est le coût associé au point de solution. Là. Chaque solution de point, ils vont vous dire, nous, on est en haut à droite chez Gartner et donc le prix est en conséquence de ça. C'est bel et bien, c'est vraiment, ça va être des outils qui sont importants, mais d'avoir juste des solutions de points, ça peut être très dispendieux. Et là, on ne va pas venir chercher surtout cette synergie-là magique entre nos solutions. Donc, on paye beaucoup pour des solutions qu'on utilise à moitié. Il va y avoir la redondance de contrôle, évidemment. Donc, on va venir chercher des solutions de pointe. Tous les fournisseurs veulent être tout pour vous. Ils veulent être le silver bullet, le magic bullet, comme vous voulez. Là. Et donc, on va acquérir des solutions qui vont potentiellement être redondantes. Donc, avoir une idée plus de plateforme ou est-ce qu'on va avoir une plateforme centralisée qui va être en mesure de faire plusieurs des contrôles et d'enlever la redondance, ça va être très important pour diminuer les coûts capitaux. Les coûts opérationnels, donc cost to operate, donc liés vraiment à l'infrastructure. Donc, on va payer pour des racks, on va payer pour l'air clim, on va payer pour l'électricité, etc. Donc, ça, c'est les coûts d'opération. Et là, tout ce qui est dépassement économique, dépassement de coûts, donc que ce soit sur la main-d'œuvre, sur les consultants, sur les solutions de points, là, les dépassements vont être assez importants. Donc, nos objectifs, c'est vraiment de diminuer l'effort et de diminuer les requis en termes de dollars qu'on a besoin pour gérer et améliorer notre parc. Donc, ce que je vais faire, là, je vais switcher un peu à une nouvelle méthode de pensée. Puis quand je dis nouvelle méthode, c'est quand même quelque chose qui existe dans le domaine de l'infrastructure puis de la cybersécurité pendant un bon nombre d'années, mais le framework du Zero Trust. Donc, nous, chez Zscaler, nous, quand on va parler de Zero Trust, on va parler du framework NIST, qui est celle-ci, que vous voyez là. C'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment, c'est un produit d'une agence gouvernementale, là, donc c'est un peu difficile à lire, évidemment. Fait que ce qu'on va essayer de faire, là, c'est de prendre ces concepts-là puis de rendre un peu plus facile à digérer. Donc là, on va switcher vers
une architecture typique de Zero Trust, mais on va la construire ensemble, puis le diagramme du NIST va faire un peu plus de sens. Donc là, dans le contexte du Zero Trust, c'est d'avoir, si je reviens ici, c'est d'avoir le Policy Enforcement Point, qui est le point central où est-ce que tous nos flux vont être évalués à une place pour être en mesure d'avoir des contrôles centralisés avec des politiques centralisées. Et là, l'objectif, c'est de passer nos flux utilisateurs de systèmes vers des destinations qui sont soit sur Internet, n'importe où. On veut les passer à travers ce point d'enforcement. Puis on veut faire l'évaluation de plusieurs points, plusieurs critères pour être en mesure d'identifier si ce trafic-là devrait passer ou non. Donc, on veut valider l'identité, on veut valider le contenu, on veut valider le risque, etc. Donc, si on revient sur notre diagramme, on va toujours commencer dans un contexte de Zero Trust avec les sujets, les subjects, dans la nomenclature du NIST. Et nos sujets, comme j'ai mentionné, ça peut être nos utilisateurs, mais aussi leurs appareils. Donc, laptop, desktop, mobile, ça peut être du IoT, du OT, ça peut être des serveurs aussi, mais essentiellement, tout ce qui peut générer un flux vers une destination, on veut le contrôler à travers notre plateforme. Et ici, notre plateforme, là, ça va être notre beau nuage dans le milieu qu'on appelle le Zero Trust Exchange, qui est dans le contexte Zscaler, c'est notre produit, notre plateforme cloud. Par la suite, on va avoir nos objets qui sont nos destinations. Comme j'ai mentionné, nos objets, nos destinations, on veut vraiment que ces cibles-là soient tous les services que nos utilisateurs vont devoir consommer, que ce soit SaaS, chez des fournisseurs externes dans leur cloud, dans votre cloud public, donc Azure, AWS, GCP, dans du cloud public, Colo, etc., ou dans vos centres de données, donc des services que vous hébergez vous-même dans un rack, dans un centre de données, dans un centre de colocation, etc. Et donc, nos objets vont être n'importe où dans le monde, mais aussi dans n'importe quelle infrastructure sous-jacente. Prochaine chose, c'est de valider l'identité. Donc là, très important pour le Zero Trust, c'est d'être en mesure de faire cette connexion-là avec l'identité que vous avez sûrement déjà pour vos utilisateurs. Donc, que ce soit avec Entra ID chez Microsoft ou avec Okta ou avec Ping, c'est d'être en mesure de valider le contexte utilisateur. Puis ce contexte utilisateur-là part toujours par « t'es qui ». C'est quoi ton identité? Mais là, avec les gestionnaires d'identité maintenant, comme Entra ID, qui peuvent aussi assigner une identité à l'appareil, on peut venir conjointement demander qui es-tu en termes d'utilisateur et c'est quoi l'appareil avec lequel tu te connectes. Donc, avoir une meilleure couche aussi d'identification de l'utilisateur. Prochaine chose, c'est de venir évaluer le risque. Et donc, évaluer le risque, on le fait généralement avec un EDR ou avec un agent endpoint. J'ai mentionné tantôt qu'il va y avoir des fournisseurs qui vont vouloir tout être pour vous, votre one-stop shop pour toutes les solutions de cybersécurité et de TI. D'un point de vue Zero Trust, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est généralement pas la meilleure approche parce qu'on met un certain niveau de confiance assez élevé sur ce fournisseur-là. Donc, nous, dans notre contexte, on veut quand même vous démontrer que, surtout dans le point de vue de Zscaler, c'est bon d'aller chercher des solutions de points qui vont être utiles et non redondantes avec une plateforme que vous allez acquérir. Donc, Zscaler n'est pas un EDR, ne veut pas être un EDR, on ne veut pas faire cette couche-là sur vos appareils. Mais en même temps, vu que c'est très important, c'est une couche de sécurité additionnelle sur l'appareil, on veut s'intégrer. On veut s'intégrer nativement et donc on va être en mesure, dans le contexte de CrowdStrike, par exemple, dans l'exemple de CrowdStrike, venir lire, par exemple, le Zero Trust Score que CrowdStrike va calculer avec SentinelOne, etc., d'être en mesure d'utiliser le contexte qu'on reçoit du EDR, du APP, puis de l'intégrer directement dans la plateforme. Lorsque l'évaluation est faite, et là, on dit, on a l'identité, on a le user, on a le sujet et on a l'évaluation de risque qui est faite sur le poste, là, on veut passer notre trafic à travers notre plateforme Zero Trust
et ce, vers nos sujets, nos objets qui sont dans le cloud, qui sont dans le centre de données, etc. Ce que vous allez remarquer ici, puis les flèches sont un peu petites, fait que je suis vraiment désolé pour ça, c'est que la flèche qui est grise et très pâle qui s'en va vers le SaaS, c'est une sortie. Et donc, on sort du cloud puis on s'en va vers nos destinations sur Internet. Pour tout ce qui est cloud public, puis les centres de données, les flèches vont à sens inverse. Ils s'en vont vers les centres de données, vers le cloud public, vers notre cloud. Et ce, parce qu'à l'inverse du VPN, où est-ce que on ouvre les flux avec des routes, nous, ce qu'on veut faire, c'est être en mesure de dire, bien, on va minimiser aussi le périmètre de votre environnement. Et ce qu'on va faire ici, c'est à la place de router du trafic, on va faire une interconnexion au niveau cloud entre vos environnements, les objets qui doivent être consommés et les utilisateurs. Et donc là, quand vous allez parler à vos fournisseurs Zero Trust, bien là, ils vont toujours vous mentionner cet objet-là. C'est le connecteur Zero Trust. Dans notre nomenclature, c'est des App Connectors ou des Cloud Connectors qui vont faire un appel en sortie de vos environnements. Donc, plus besoin d'avoir une IP publique en périmètre. C'est vraiment d'isoler vos environnements et d'avoir seulement des connexions en sortie pour bridger la connexion entre les users et les applications qui veulent consommer dans le cloud public et dans vos centres de données. Lorsque ça c'est fait, bien là, ce qu'on veut faire, c'est mettre nos contrôles de sécurité en place et nos politiques en place. Donc, dans un contexte où est-ce qu'on va consommer une plateforme infonuagique de sécurité comme celle de Zscaler, bien là, notre control plane et notre data plane, donc les politiques qui vont être le control plane et les systèmes de sécurité qui vont être sur le niveau donné, peuvent être intégrés à même le nuage, l'environnement infonuagique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener toutes nos solutions de points qu'on a mentionnées précédemment et on va les amener à une seule place. Donc, à la place d'avoir du firewall dans chaque site, à la place d'avoir du IPS dans chaque site, du Secure Gateway, on l'amène tout à une place. Puis ce que ça peut faire, c'est que ça diminue la nécessité de gérer des politiques un peu partout dans le monde, puis de centraliser aussi la visibilité sur tous les flux avec ces contrôles de sécurité-là. Évidemment, le Policy Decision Point, qui sont nos contrôles, nos politiques, qui sont faits à même l'environnement et donc centralisés aussi. Lorsque ça c'est fait, bien évidemment, on veut opérationnaliser d'une manière, opérationnaliser le volet sécurité de la plateforme et donc on peut extraire les logs, les journaux, puis les envoyer vers nos outils d'opération de sécurité comme un SIEM si vous utilisez Microsoft Sentinel, Splunk, mais aussi de se connecter à un ITSM ou un système de billetterie comme ServiceNow pour être en mesure de générer des billets, générer des alertes, etc. Et là, ce qui va être super important, puis c'est vraiment le dernier point magique pour les environnements et les plateformes de Zero Trust, c'est d'être en mesure de mettre en place une évaluation en continu. Donc, quand on utilise du VPN, tu te connectes, puis quand tu es connecté, même si tu es avec du multifacteur, bien là, tes routes sont injectées, puis tu as cette connexion-là semi-permanente vers le network, vers les outils à l'interne. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de mettre en place un système qui va évaluer constamment tous les points, les critères d'évaluation qu'on a mentionnés qui sont du côté gauche. Donc, la posture, l'identité, le risque et d'évaluer aussi la télémétrie pour les utilisateurs parce que quand on va parler d'amélioration de la productivité utilisateur puis d'être en mesure de quantifier l'expérience digitale de nos users, ça va être important de collecter cette télémétrie-là. Donc là, notre premier objectif, là qu'on a fait le survol du Zero Trust, de la plateforme Zero Trust, c'est de diminuer l'effort général nécessaire pour gérer cette nouvelle infrastructure-là. La première, c'est de réduire la dette technique. Et la manière qu'on va faire ça, c'est de dire, bien, évidemment, en réduction de dette technique, c'est de gérer les applications elles-mêmes, puis de les mettre à jour, potentiellement les migrer vers le cloud, les mettre sur des stacks technologiques qui sont un peu plus récentes. Mais ça prend généralement de l'effort en termes d'IP, de redressage d'IP, de développement, etc. Mais nous, ce qu'on va être en mesure de faire, c'est d'implémenter une méthode de connexion qui est rapide et qui est non connectée au réseau sous-jacent.
Donc, généralement, quand on va parler de connecteurs Zero Trust, ces connecteurs-là ne vont pas prendre en considération les IP dans vos environnements. Ils vont généralement travailler par Fully Qualified Domain Name, par FQDN, pour être en mesure de résoudre les applications pour les utilisateurs et d'encheminer le trafic vers les bonnes destinations. Ce que ça veut dire, c'est que dans un contexte où vous allez acquérir une entreprise, par exemple, où est-ce que son centre de données a des IP qui chevauchent les vôtres, bien, dans un contexte où est-ce qu'on aurait du VPN, il faudrait faire du radressage IP, mais dans ce nouveau contexte-là, où est-ce que on ne prend pas en considération les IP, juste les Fully Qualified Domain Name, bien, on est en mesure de mettre en place nos connecteurs d'applications et de connecter nos utilisateurs nativement à ces applications-là sans changer l'architecture des environnements qu'on a acquis ou des environnements qu'on a déjà qui sont potentiellement un peu désuets. Dans cette même veine-là, c'est aussi d'améliorer et d'accélérer les intégrations qu'on va faire. Donc, pour ceux qui travaillent encore sur des transitions vers des environnements infonuagiques, vous avez peut-être des applications que vous déplacez une à une vers Azure, vers AWS, d'un vieux centre de données. Bien, l'intégration des connecteurs Zero Trust dans ces environnements-là qui peuvent être téléchargés directement du marketplace puis qui ne nécessitent pas une réarchitecture de vos environnements cloud. Mais ce que ça fait, c'est que vous êtes en mesure d'intégrer ces applications-là dans la même manière que vos centres de données et ce, transparent pour les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, eux, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont une connexion vers les services qu'ils ont besoin de consommer. Ils n'ont pas une méthode de connexion différente pour le centre de données versus le cloud Azure. On ne doit pas router du trafic à travers notre centre de données pour aller vers Azure, par exemple, via un express route. On peut simplifier vraiment notre architecture. Donc, la transparence pour l'utilisateur, c'est une chose, puis de dire, moi, j'ai une méthode de connexion qui me donne accès à tous mes ressources, mais aussi du côté administrateur, d'être en mesure de dire, moi, je peux implémenter du Zero Trust sans avoir nécessairement à changer toute mon architecture dans le présent. Je peux le faire au fur et à mesure que j'ai du temps puis que j'ai du bandwidth pour être en mesure de le faire. Évidemment, j'ai touché sur le point que là, les contrôles vont être centralisés à même la plateforme et donc, une politique veut dire moins de temps de gestion. Dans l'exemple que je vous ai donné, où est-ce que dans une acquisition, on va aller acquérir une entreprise qui a du Palo Alto puis nous, on a du Fortinet, bien là, si on n'a pas des experts Fortinet, bien là, mes experts, j'ai pas des experts Palo Alto, bien là, je dois soit former mes gens ou aller chercher des nouvelles ressources qui vont gérer cette infrastructure-là, ou peut-être je vais carrément remplacer mes Palo Alto parce que là, je vais mettre du Fortinet pour que ça soit plus simple, mais là, ça, c'est des coûts additionnels. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que les firewalls sont très utiles pour vos périmètres, mais on peut réduire la politique qui est au niveau périmètre, transformer nos sites qu'on a acquis plus en mode café Internet, où est-ce que c'est des sorties Internet, puis tout notre trafic user, workload est encrypté vers le cloud, et c'est au niveau cloud qu'on va faire l'inspection. Donc, en termes de gestion, ça devient plus simple aussi. Et là, vu que les utilisateurs vont tous passer par ce cloud-là, bien là, on peut minimiser aussi les pertes à la productivité. Donc, plus besoin à perdre du temps à se connecter sur des VPN différents selon où est-ce qu'on veut se connecter. C'est vraiment, on a tous nos flux qui passent par le cloud Zero Trust, puis on est en mesure de non seulement avoir une meilleure visibilité, mais d'être en mesure de faire du troubleshooting un peu plus facile aussi, vu que tout passe par le même endroit. Et là, encore une fois, relié à ça, c'est d'accélérer le temps de rémédiation. Là, on s'est intégré avec notre EDR, on s'est intégré avec nos opérations de sécurité, donc être en mesure de trouver la racine d'un problème et d'être en mesure de mettre en place des contrôles compensatoires ou de résoudre le problème devient plus facile parce que nos journaux sont intégrés, sont standardisés et on a un endroit qui implémente notre stack de sécurité. En termes de réduction de coûts capitaux, bien là, c'est de réduire le coût opérationnel. Donc, comme j'ai mentionné, avoir une politique centralisée dans une plateforme, ça aide parce que là, on a juste besoin de former nos gens sur cette plateforme-là. Je reçois généralement quelques questions sur, bien là, est-ce que ça
ça me permet de diminuer mon FTE, mon compte FTE. C'est mes full-time employees pour la gestion de mon parc informatique. Ma réponse à ça, c'est généralement, ce que ça fait, ça donne la capacité aux ressources techniques à l'interne de mettre leur énergie ailleurs dans l'amélioration du parc. Donc, s'ils passent moins de temps à gérer, à mettre en place des politiques, ils vont être capables de mettre leurs efforts ailleurs, de gérer la dette technique, d'améliorer le parc et de rendre le parc informatique un peu moins désuet. On va juste le mettre de cette manière-là. On va venir aussi réduire l'inefficience des contrôles. Ayant des contrôles centralisés veut dire qu'on a moins de chevauchement de contrôle, on a moins de redondance, mais aussi que l'applicabilité des contrôles va être uniformisée aussi. Si tous nos flux passent par le même Policy Enforcement Point qui est dans notre cloud, ça veut dire qu'on peut être en mesure d'appliquer uniformément ces contrôles-là. Donc, dans le contexte où est-ce qu'on veut faire de la visibilité sur nos flux en faisant de l'inspection SSL-TLS, cette inspection-là, on veut la faire sur tous nos flux, évidemment. Tous les flux users, surtout, qui vont passer, on va être en mesure d'inspecter le trafic, faire du DLP, analyser les paquets qui passent. Et donc, si on le fait dans une place qui, surtout si cette place-là est construite pour faire l'inspection TLS at large, comme un environnement Zscaler, par exemple, là, on a cette visibilité-là qui est super importante pour la sécurité, d'être en mesure de dire qu'est-ce qui passe dans mon tunnel, qu'est-ce qui passe dans mes flux utilisateurs. Est-ce que c'est des flux qui sont dangereux, malicieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'exfiltrer de la donnée sensible, etc.? Bien, ça, c'est seulement possible si on a des contrôles unifiés, puis qui sont efficients, puis qui sont efficaces. Ayant tous nos flux, évidemment, qui passent dans ce tunnel-là, dans ces tunnels-là, vers un point centralisé, ça veut dire aussi qu'on peut réduire le nombre de solutions qu'on doit acquérir aussi. Donc, quand on va parler de réduction des coûts des solutions de points, bien là, je reviens sur mon exemple des firewalls. Donc là, si tous mes users ils ont du trafic encrypté de leur poste vers le cloud, bien là, le firewall, il ne voit plus rien. Donc, la pertinence d'avoir des licences très dispendieuses pour du Next Generation Firewall, puis on parle encore de Next Generation Firewall, ça fait 25 ans, là. Mais de Next Generation Firewall qui coûte les yeux de la tête, là, mais là, on n'a peut-être plus besoin. Parce que comme j'ai dit, on veut transformer nos sites en café Internet, tous nos flux passent vers le cloud anyway pour l'inspection. On a-tu besoin vraiment de ces licences-là? Et là, de réduire aussi les dépenses additionnelles en termes de gestion de l'environnement, mais aussi des coûts reliés aux consultants qu'on doit faire entrer, etc., pour gérer le parc. Bien là, ça peut être réduit aussi si on a une applicabilité de notre connectivité. On a une standardisation de la connectivité. Et là, d'être en mesure de prendre les ressources qu'on a déjà à l'interne et les utiliser pour améliorer le parc sans avoir besoin de faire affaire avec nécessairement des consultants externes ou de faire amener de l'expertise qui peut être très dispendieuse. Donc là, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais, tu sais, pour distiller un peu ce que je viens de mentionner, puis de revenir aux piliers de coûts associés aux environnements d'architecture traditionnelle, bien là, je vais présenter les points de valeur économique pour des architectures Zero Trust. Donc, la première, évidemment, c'est l'optimisation des coûts technologiques. Donc, on réduit la nécessité des appliances ou des boîtes physiques, des points de solution disparates. On diminue aussi les coûts associés à tout ce qui est la couche de réseau. J'ai mentionné des express routes entre le centre de données et le cloud, par exemple, pour passer du trafic user, mais on parle ici aussi de tunnel VPN, on parle d'MPLS, de LAN extension, etc. Donc, plusieurs niveaux d'architecture qui peuvent potentiellement être retirés, des points de coût qui peuvent aussi grandir à chaque année. Donc, réduction et optimisation du coût technologique.
il y a une meilleure efficience au niveau opérationnel, donc l'efficacité opérationnelle, très important. La consolidation de la plateforme peut amener une réduction du coût opérationnel, coût de gestion, etc. Il y a une amélioration au côté productivité, donc tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs. Et donc, ayant des utilisateurs qui ont une expérience digitale qui est meilleure, ça veut dire qu'il y a moins de pertes de productivité pour la business. Les utilisateurs sont capables d'accéder à tous les services qu'ils ont besoin d'utiliser, mais de manière sécurisée maintenant et de façon uniforme. Et donc, vraiment améliorer la productivité et la collaboration interne. Très important, aussi, c'est la sécurité, la posture de sécurité. Si on a une applicabilité uniforme de nos contrôles de sécurité, bien évidemment, notre sécurité va être améliorée. On a une meilleure visibilité aussi. Donc, en termes de réponse aux incidents, réponse aux brèches, accélérée, bien là, notre posture de sécurité s'est améliorée aussi. Le temps à valeur pour les M&A est accéléré aussi. Donc, on peut vraiment venir réduire le temps que ça prend pour intégrer une nouvelle entreprise dans la nôtre. On vit ça à tous les jours chez Zscaler, où est-ce que les entreprises vont venir nous voir et nous disent, bien là, ça nous prend 1 an, 2 ans à intégrer une nouvelle acquisition. Comment on fait pour diminuer ce temps-là? Bien, en ayant une architecture Zero Trust qui peut être applicable uniformément à travers n'importe quelle architecture, bien là, on est en mesure d'accélérer ce temps-là puis d'intégrer les nouveaux users dans cette architecture-là. Et là, évidemment, sur notre point en vogue, qui est la réduction du footprint, bien là, évidemment, si on peut réduire les coûts reliés au point de solution, puis le coût associé à la maintenance de ces boîtes physiques-là, par exemple, AirClim, etc., bien là, évidemment, notre posture en termes d'acceptabilité sociale est meilleure aussi. Et donc là, juste, je vais le laisser avec quelques chiffres. Que Zscaler a remarqué. Ça, évidemment, c'est basé sur des entreprises qui sont d'environ 10 000 users. Là, donc, vous pouvez le prendre avec un grand grain de sel. Mais ce qu'on a vu en intégrant avec une architecture ou en transitionnant vers une architecture Zero Trust, on peut vraiment venir chercher des réductions importantes en termes de coûts associés aux appliances, aux boîtes physiques, donc 90% de réduction possible. On peut sauver presque 40% sur notre coût de M&A, puis on peut réduire notre niveau de ransomware presque 85% en ayant cette visibilité-là puis ces contrôles-là dans un environnement infonuagique comme Zscaler. Donc, j'espère que c'était informatif pour vous, que ça vous donne un peu le goût de transitionner vers une architecture Zero Trust, que j'ai démystifié un peu les mythes reliés à la complexité qui est peut-être liée avec du Zero Trust. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Il reste quelques minutes. Ça serait un plaisir pour moi de vous répondre. Sinon, je vais être au bout de Zscaler. Vous pouvez toujours passer me voir, puis dire allô, me poser des questions, me challenger sur les choses que j'ai dites aujourd'hui, si vous pensez que j'ai tort. Donc, merci beaucoup. Questions? Non? C'est bon. Bon, merci beaucoup tout le monde. Bonne conférence.